Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 11 février 2023. Bienvenue dans l'hebdomadaire, c'est notre émission où justement on retrace un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine, mais surtout on attaque de la macro et de la compréhension économique sur l'état général du marché. Aujourd'hui je vais vous proposer un petit retour sur là où on en est, zone de clôture weekly, très importante, pour préparer justement la semaine prochaine. Ensuite je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur les commentaires, avec oui ou non pourquoi je parle d'une dernière jambe baissière alors que toutes les analyses on-chain montrent qu'on nous sommes dans le bear market, enfin que nous sommes dans la fin du bear market, et je pense que c'est intéressant de rappeler un certain nombre de points, et c'est pour ça qu'aussi on fera un petit interlude là-dessus, et on attaquera sur la fin sur, globalement, oui ou non, est-ce qu'on est dans la fin du bear market d'un point de vue macroéconomique. Donc on va sortir de la notion juste crypto, et on va aller attaquer des petits éléments importants pour comprendre les nouvelles qui vont arriver dans les mois prochains, et bien comprendre si oui ou non on rentre en récession, l'impact que ça aura sur les crypto-monnaies. Donc on a un menu chargé pour aujourd'hui. Donc avant de commencer, c'est simple, si tu veux me soutenir, et si tu veux soutenir la chaîne, like, partage cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça m'aide en tout cas beaucoup, et abonne-toi si c'est pas déjà fait. On attaque tout de suite avec le petit récapitulatif de là où nous en sommes. Nous sommes donc sur une clôture en CME, donc Chicago Mercantile Exchange, sur les cours futurs du Bitcoin, donc plutôt institutionnel, qui nous permet de voir un petit peu où on en est. Institutionnel dans lequel nous avons eu ici ce gap de rupture, donc qui est en fait le trou qui a été laissé dans le week-end entre le mouvement du BTC. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on a un gap de rupture. Généralement quand on a un gap, on dit que ce gap est amené à être comblé, sauf quand c'est des gaps de rupture. Quand c'est un gap de rupture, ça veut dire qu'il y a suffisamment de momentum haussier pour pouvoir entrer ce gap, et donc le laisser derrière, parce que c'est un moment de rupture très fort au niveau du cours. Et la question, elle est de se poser, est-ce que oui ou non, ici, c'est un gap de rupture? Donc ça veut dire, est-ce que oui ou non, on va être amené à le combler? Est-ce que cette accélération haussière n'est pas signe, justement, d'une nouvelle rebond effectif, dans lequel on ne va pas combler ce gap, et qu'on va bien laisser ce gap? C'est la question qu'on va se poser, justement, ce week-end, et de la semaine prochaine, déterminante, parce qu'encore une fois, ici, le cours est arrêté sur le CME, sur les classiques, ça continue, donc on pourrait très bien avoir ce week-end une accélération baissière, puis après remonter avant la réouverture du CME, et donc à ce moment-là, ce gap serait toujours intact. Et c'est quelque chose qui peut être aussi, en tout cas qui peut arriver. Donc ici, oui, nous avons donc une clôture qui est plutôt dans le rouge avec un retracement effectif au niveau du CME, on ira le voir tout à l'heure. On va faire une petite incartade sur l'Ichimoku côté CME, on voit que on a encore de la place, que ce soit au niveau du rebond, que ce soit au niveau de Ichimoku en weekly. Nous sommes dans une zone d'entre-deux classique dans lequel il n'y a pas forcément de zone d'accélération ou baissière. Hop, j'ai fait une petite mauvaise manipulation. La seule chose qui est à prendre en considération, c'est que nous avons la LS, donc la line in span, ici, qui est malheureusement bloquée, qui va avoir du mal, et là-dessus on risque d'être potentiellement rejeté avec une continuité baissière. Si jamais on arrive à break, bon en l'occurrence ça veut dire qu'on va pouvoir pousser sur la partie haute et aller casser les 25-300 qui sont très importants, qui représentent justement l'AR ici. Je vous rappelle que nous nous trouvons dans une accumulation de week-off dans lequel nous avons le Selling Climax, Automatic Rally, Secondary Test et STB, donc Secondary Test phase B qui se trouve là avec la prise de liquidité du Selling Climax ici. Donc oui, nous sommes dans cette partie. Alors pourquoi, je vais répondre à cette question, pourquoi je parle justement d'une dernière extension baissière? Il faut comprendre que actuellement, peut-être que nous sommes dans une phase de bottom du bear market, ça n'empêche que déjà, il y a deux choses. Il faut comprendre que structurellement, en termes d'AT pur, donc d'analyse technique pure, qu'est-ce que l'on voit? On voit une structure qui elle-même est baissière, d'accord? Pour inverser cette structure, pour rappel, il faut casser un précédent high. Actuellement, le précédent high, il se trouve ici. Nous n'avons pas cassé le précédent high. Donc pour l'instant, nous n'avons pas validé un retournement. Oui, nous sommes dans une accumulation week-off, mais on sait que dans l'accumulation week-off, après le STB, il y a une probabilité de spring. Le spring, c'est quoi? C'est une dernière accélération baissière pour récupérer les liquidités du STB pour repartir à la hausse. D'accord? C'est quelque chose qui a été vu de nombreuses fois quand on remonte justement sur le passif, et chose qu'on va être amené à faire maintenant pour en discuter là. On va se mettre en logarithmique rapidement pour repasser sur des zones où on va voir, hop, tac, ce qui s'est passé. Oui, peut-être que ici en 2018 nous n'avons pas fait de plus bas, de nouveaux plus bas, nous n'avons pas cassé, nous avons fait certes une dernière jambe baissière, très important, donc ça veut dire que malgré l'accélération, et une potentielle mise en place du bottom du bear market, on a fait
une cassure baissière, d'accord? On a fait une cassure baissière, on n'a pas fait de plus bas, mais on a fait une cassure baissière. On a fait un nouveau retest, ce qui est classique. Là, on remonte un petit peu dans le passé encore une fois. On remonte en 2015. Qu'est-ce que l'on voit? On a fait aussi mise en place du bottom du bear market, ranging, cassure baissière, dernière cassure baissière effective. Donc, on peut faire très bien un plus bas, il faut le prendre en considération, tant que on n'a pas invalidé, justement, cette structure haussière, baissière, à travers une rupture haussière dans laquelle on a un gap CME qui est plutôt bon signe, mais qu'il faut, pour valider ça, aller casser les plus hauts et faire, en tout cas, une pattern de retournement dans lequel il faut aller faire un nouveau plus haut ici, donc dans lequel on aura un retracement, mais qui n'ira pas faire, en tout cas qui aura de faible probabilité d'aller faire ici un nouveau plus bas. Derrière, alors, il y a plusieurs types de patterns que l'on peut avoir, on peut se retrouver aussi sur quelque chose qui va être une forme d'élargissement comme ça, qui n'est pas forcément bon signe, ou une forme de compression qui est plutôt bon signe, dans lequel on aura quelque chose qui va se faire comme ça, avec ici, hop, quelque chose qui peut ressortir à la hausse ou à la baisse, hein. Mais bon, n'empêche que en termes de structure pure et dure, quand on retire le bruit effectif, on fait un bas, un haut, un bas plus bas que le précédent, un haut moins haut que le précédent. Donc nous sommes dans une structure bearish, toujours, tant qu'on n'a pas break cette partie-là. Peu importe ce que le on-chain dit, l'AT nous dit que là, actuellement, structurellement, nous sommes toujours dans cette phase baissière. Par contre, ça ne veut pas dire que nous allons faire forcément un plus bas. On pourrait très bien avoir ici un retracement, retravailler les 18K, repartir, faire un retracement sur les 20, structurellement ici, et repartir à la hausse. L'important de retenir, c'est que là, tant qu'on n'a pas cassé cet AR-là, nous n'avons pas de confirmation. Oui, on sait qu'on a une résurgence forte au niveau du on-chain, mais ce n'est pas parce que nous avons ça que nous avons une validation qu'il n'y aura pas de plus bas. Oui, techniquement aussi ici, nous voyons bien une forme d'accumulation. Cette forme d'accumulation est une preuve que nous sommes certainement en train de poser un bottom au niveau du bear market. Ça n'empêche que oui, on peut refaire un plus bas et il faut le prendre en considération. Le fait de retirer la possibilité de ce plus bas, comme du plus haut, en fait, de retirer une des deux possibilités, ça veut dire que vous renforcez un biais que vous avez. Et les biais psychologiques, c'est le pire, c'est votre pire ennemi, c'est ce qui est le plus long à effacer, c'est ce qui met des mois et des années à effacer totalement, pour pouvoir justement être dans une phase où on est capable d'assimiler toutes les possibilités, et c'est là, en fait, où vous allez avoir de la valeur ajoutée. Donc, là-dessus, je vais m'arrêter pour cette réponse de question. On va avancer un petit peu, on va avancer notamment sur ETH BTC, dans lequel c'est toujours intéressant, nous sommes toujours dans une zone de travail, hop, j'ai décalé, nous sommes toujours dans une zone de travail intéressante, donc pour rappel, c'est le ratio Ethereum sur Bitcoin. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que on a une rupture au niveau de BTC qui est somme toute plus forte que celle qu'on retrouve sur Ethereum, parce qu'on est allé justement casser les précédents lots ici, alors que sur Ethereum, on a juste fait une petite mèche effective. Donc, je pense fortement que Ethereum va légèrement surperformer BTC dans les périodes qui viennent. Je pense qu'on risque d'avoir une structure qui va se faire comme ça, pour repartir tester les parties hautes. Donc ça veut dire qu'on va avoir une surperformance d'Ethereum ou une sous-performance de BTC par rapport à Ethereum, et ça me paraît en même temps logique. Si vous connaissez ma position et que vous me suivez depuis suffisamment longtemps, et que vous avez vu notamment The Merge, ma position sur The Merge, je pense que depuis The Merge, on a une tokenomics qui est en faveur d'Ethereum, avec quelque chose qui a une max supply qui est élastique et qui aura tendance à se comprimer en fonction de l'évolution du réseau. Et là, on va attaquer la partie macroéconomique. Alors, partie macroéconomique, je vais pas forcément passer sur le DXY, le Nasdaq et le SP500. Je vais juste, si on va juste passer sur peut-être le Nasdaq pour reprendre un petit point rapide sur la semaine, où on voit qu'on a eu une compression au niveau de la semaine qui est classique, dans lequel on a eu un retracement, on a eu une énorme surextension au niveau du marché classique, et je vous rappelle aussi le narratif actuel, c'est qu'on a une inflation qui est en train d'atterrir doucement, donc qui est en train de diminuer. On a une économie américaine qui est somme toute relativement forte sur les différents indicateurs, et on a une Fed qui continue à augmenter les taux, mais moins vite, et qui est un peu entre deux eaux, voilà, je veux montrer que je veux continuer, et le marché qui ne croit absolument pas ce que la Fed dit, et le marché est en train d'anticiper une baisse des taux, ou en tout cas une stabilisation des taux, potentiellement en mai, avril, juin, alors que la Fed parle, et sur les prévisions, on parle plus de la fin d'année, donc on est quand même dans une dichotomie entre les deux, et là-dessus c'est jamais bon signe, qu'on soit bien d'accord, c'est jamais bon signe. Par contre, ce qui est bon signe, c'est que, à côté, nous avons, ce qui est vrai, une économie américaine qui est plutôt positive, mais
il y a des dessous et il faut le prendre en considération. Donc oui, nous avons un taux de chômage qui est vraiment très faible, vraiment un taux de chômage qui est très faible. On va aller voir les différents chiffres qui sont postés notamment sur Saint-Louis, la fête de Saint-Louis. Là-dessus, vous avez le lien si vous voulez regarder, il y a plein d'indicateurs, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Je vous invite à aller regarder si jamais ça vous intéresse. En tout cas, moi personnellement, j'adore toujours traîner dessus parce qu'il y a toujours plein d'infos et c'est impressionnant ces infos-là quand on comprend un petit peu comment ça fonctionne. Ici, nous avons généralement les périodes de récession, en tout cas très compliquées économiquement, et nous avons ici l'évolution en pourcentage du taux justement de chômage. Et on voit que continuellement, nous avons ces périodes ici de récession dans lesquelles nous avons une augmentation du chômage. Et c'est systématique, systématique, augmentation, et nous avons une mise en place ici du chômage et de récession. La corrélation entre les deux, elle est quasiment de 100%. Du coup, on a toujours tendance à se dire, pour rentrer en récession, il faut impérativement avoir un taux de chômage qui commence à monter. Bon, le souci, on va pas se leurrer, c'est que le taux de chômage ici est quand même très très faible, et que, à côté, on n'a pas trop d'augmentation, en tout cas de signes d'augmentation. Est-ce que ça veut dire que pour autant, l'économie américaine se porte bien? Alors là-dessus, je vais tout de suite casser les jambes à oui, ça met du temps pour pouvoir se diluer dans l'économie, oui, nous sommes à plus d'1 an, donc il y a déjà eu des premiers chocs qui sont effectués, on a eu déjà des vagues de licenciements structurels qui sont faits dans les grosses sociétés, clairement on a de l'anticipation structurelle qui s'est fait sur les prochains BPA, donc l'impact dans l'économie, je suis d'accord, elle met du temps à se mettre en place, mais on a déjà normalement un premier signe, on devrait avoir un premier signe de relevé, ce qui n'est pas le cas, et c'est très important de le retenir, parce que du coup ça sous-entend aussi que la Fed a beaucoup plus de marge de manœuvre pour pouvoir mettre en place une continuité d'augmentation des taux, jusqu'à avoir une rupture, et c'est peut-être aussi ce que le marché n'anticipe pas dessus, et essaie d'anticiper lorsqu'on a des news positives sur la non-récession. Parce que les personnes se disent, ok, l'inflation est en train de diminuer, ok, mais est-ce que l'augmentation des taux, d'employment, reste stable, donc ça veut dire qu'on ne va pas rentrer en récession, donc ça veut dire que potentiellement l'inflation va continuer à augmenter, et donc potentiellement une continuité de l'augmentation des taux. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se pricer au niveau justement du marché actuel, et il faut faire très attention dessus parce qu'il faut mitiger plusieurs choses. Mitiger dans le sens où nous avons un deuxième graphe qui est très important, qui est globalement qui est une représentation de la difficulté du recrutement au niveau des US. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que le taux, justement, de chômage étant très faible, on va avoir une difficulté à recruter des gens. C'est-à-dire que, et ça, c'est un marché, le marché du travail est très compliqué en ce moment, et que ce soit en Europe, ou que ce soit aux États-Unis aussi, la capacité de recrutement sur certains profils est très, très compliquée. Il y a beaucoup de sociétés qui, justement, refusent du business, donc, par manque d'employés. Et ça, c'est une réalité, que ce soit aux US et que ce soit même en France ou même aux États-Unis. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'on a une contraction de l'offre par rapport à la demande. Je vais donner un exemple très simple, et qui est structurel, qui est propre au BTP par exemple, parce qu'on considère que le BTP est une représentation généralement porteur de l'économie. Ok, actuellement, essayez d'avoir un artisan, ou en tout cas une société, petite société de BTP, pour avoir le fait de faire une modification d'une chambre, ou refaire un appartement, ou essayer de faire tout simplement des travaux. Vous allez voir que ça va être très compliqué, avec des délais qui sont très longs, et le discours que vous avez avec ces personnes-là, ça va être toujours le même, ça va être « je n'arrive pas à embaucher, je n'arrive pas à garder les gens, je n'arrive pas à recruter des personnes qui sont capables de faire le métier, ou en tout cas qui sont capables de rester dans le métier, et qui ne partent pas, monter leur propre société, donc forcément on va avoir une diminution de la demande structurelle. Et ça, c'est pas que pour ça, c'est valable pour la tech, c'est valable pour un certain nombre de profils, et c'est le cas aussi aux États-Unis, et donc forcément le taux d'emploi, oui, ça joue, on est d'accord, mais par contre, le fait que ce soit une forme de plein emploi, ça sous-entend aussi qu'il y a un besoin de recrutement effectif, et que ce besoin de recrutement entraîne aussi quelque chose qui joue sur l'inflation, et qui est en train actuellement d'être pricé aussi, il faut le prendre en considération. C'est quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes une société, que vous voulez recruter par exemple quelqu'un à 30K annuel, et que vous cherchez depuis 6 mois, et que ça vous fait passer un certain nombre de contrats que vous ne pouvez pas prendre parce que vous n'avez pas suffisamment de personnes. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez monter, tout simplement, votre capacité salariale, vous allez chercher à 35, 40K. Ok, donc ça veut dire que vous augmentez la pression salariale pour pouvoir recruter. Et là-dessus, on rentre dans un cycle qui est justement
le cycle salaire-inflation. Ça veut dire que j'augmente les salaires, donc forcément derrière j'augmente le pouvoir d'achat, qui derrière va augmenter la demande, et cette demande, est-ce que j'ai suffisamment d'offres pour la combler? Si je n'ai pas suffisamment d'offres, j'ai les prix qui poussent, d'accord? Et pareil, je vais avoir les prix qui poussent, donc derrière je vais me retrouver sur l'inflation, et on va se retrouver dans un nouveau cycle. Et ça, cette boucle, elle est pas en place actuellement, mais elle est en train d'être pricée actuellement parce que les gens se rendent compte que potentiellement, elle peut arriver de façon très insidieuse, qui n'est pas la même qui s'est située dans les différentes crises économiques que l'on a pu avoir précédemment. Ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus lent et qui va se mettre en place si jamais on n'a pas de rupture. Donc ça sous-entend que déjà, en termes d'emploi, on a du mal à recruter, donc ça veut dire que les forces de travail, on va les payer plus cher sur le long terme, et ça, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. L'autre élément qui rajoute là-dessus, il faut bien le prendre en considération, c'est que on a une augmentation une augmentation liée à la difficulté de trouver des matières premières. Donc les coûts de production pour les sociétés augmentent continuellement, liés à l'inflation, oui, liés à l'ouverture de la Chine, oui, mais pas que, c'est tout simplement des coûts liés à la difficulté de trouver de la main-d'œuvre, à l'équipement, à trouver des réserves de matières premières, à pouvoir les récupérer. On a forcément une inflation résiduelle qui se met en place dessus. Comment ça se fait que cette année, on a réussi à avoir une diminution de l'inflation, alors que cette augmentation résiduelle était existante? Et ça, c'est l'élément important à prendre en considération dans le fait que, oui, on n'est pas en récession, mais il y a toujours cette peur de récession qui est présente, et là-dessus, moi, je terminerai dans ma conclusion en mitigeant un petit peu tout ça, pour vous donner plutôt ma vision de ça. Alors, par rapport à ça, c'est assez simple, quelque chose qui est assez classique. On va se retrouver, alors il est là, tac, on va se retrouver sur l'explication. Donc là, je suis en logarithmique en automatique, je suis sur quoi? Je suis sur, aux US, l'épargne des différentes personnes, d'accord? Je suis en logarithmique, attention, je suis en logarithmique, je retire le logarithmique, ça ressemble à ça, d'accord? Je repasse en logarithmique, histoire de voir un petit peu plus où nous en sommes. Il faut bien comprendre que lorsque l'on veut garder sa marge, et en tout cas son chiffre d'affaires, en tant que société, en tant qu'industrie, on a deux façons purement de le faire. On doit soit ici augmenter les volumes, soit on doit augmenter le prix, ok? Ça s'appelle justement le power pricing. Ça veut dire la capacité à un produit, à une industrie, d'augmenter ses prix sans qu'il y ait une diminution de volume. Clairement, ce qui s'est passé sur l'année 2022, on a eu une diminution des volumes, une augmentation des prix, donc une répercussion effective, réelle, des coûts de production sur, justement, la majorité des personnes qui ont consommé. Donc on se retrouve dans quelque chose où on a une diminution de volume qui est présente, mais une augmentation des prix qui permet d'avoir une stabilisation du chiffre d'affaires. C'est une des raisons pour lesquelles, en 2022, on a des résultats, comme on voit dans les périodes de earning actuellement, qui sont somme toute au-dessus de ce qui était attendu, parce qu'on pensait pas que la notion de pricing power était autant et aussi forte pour pouvoir maintenir le chiffre d'affaires effectif. Est-ce qu'on va être capable de le faire dans cette année, justement, 2023? Et c'est là toute la question, est-ce que oui ou non on peut avoir une rupture à cause de ça? Et la question, elle va se porter sur, justement, pourquoi nous avons eu la capacité d'absorption de la notion de pricing power. Comment ça se fait que les personnes étaient capables d'absorber cette augmentation de tarifs? Oui, en diminuant le volume, mais pas que. Pas que, parce que nous avons ici clairement quelque chose qui est représentatif. Les gens ont tapé tout simplement dans leurs réserves, et ça se voit bien, grosse réserve qu'on a vu justement avec la crise du Covid, et ça c'est valable en France, c'est valable aux US aussi, peut-être même plus en France qu'aux US, où on a justement cette période-là où on a eu une augmentation significative, en tout cas d'une tranche de la population, de mettre de côté, de créer de l'épargne forte, et dans lequel les personnes ont tapé très fortement dans cette épargne. Alors du coup, le fait de taper dans cette épargne, il y a deux choses, il y a la pression psychologique liée à la possibilité d'une guerre nucléaire, donc on a quelque chose qui est très anxiogène, donc du coup les personnes ont tendance à liquider leurs épargnes pour pouvoir se projeter parce qu'il y a une difficulté de se projeter dans le futur, mais aussi tout simplement parce que les prix ont augmenté, donc ils ont maintenu un certain niveau de vie, certes en diminuant potentiellement le volume, mais à côté, on a eu une diminution réelle du volume qui a permis, des épargnes, qui ont permis justement de maintenir les prix effectifs. Est-ce que là, on est capable de pouvoir refaire la même chose? Clairement, nous sommes dans un niveau qui est très bas, nous sommes dans un niveau
au niveau, tout simplement, de 2008, donc la crise des subprimes, très important, dans lequel nous pouvons voir ça. Donc on est dans un niveau d'épargne qui est très faible, et quand on rajoute justement aux États-Unis, et qu'on regarde un petit peu le niveau qu'on a de l'utilisation des crédits et des emprunts effectifs, donc c'est-à-dire par exemple sur les cartes bleues et des choses comme ça, on voit que on est proche du maximum, on n'a jamais été sur un plus haut comme ça, donc on est sur, à un moment donné, une capacité d'impact de prix qui est somme toute minime par rapport à ce qu'on a pu connaître en 2022 et qu'on ne pourra pas jouer sur 2023, et ça c'est important vraiment de le prendre en considération, c'est-à-dire que on a joué un certain nombre de cartes maintenant, et donc il va falloir à un moment donné quelque chose une transformation structurelle qui va se faire. Pourquoi ? Parce que là il faut comprendre que les entreprises en elle-même, et c'est là où l'année 2023 elle va être excessivement importante, et c'est pour ça qu'on parle de notion de récession qui risque d'arriver, et que le marché se cache par rapport à ça, et bon, je terminerai avec ma vision à moi, mais globalement, on a ces deux images qui s'affrontent dessus, où voilà, on est en train de se diriger vers un potentiel soft landing, parce que regardez, l'emploi, il est plutôt bon, et globalement, on va se diriger là-dessus, et à côté, on a les autres qui disent, oui, on est plutôt bon, mais il y a des raisons qui expliquent à ça, et donc, est-ce qu'on n'aura pas la capacité, sur 2023, à absorber ça, et c'est pas parce qu'on a une diminution de l'inflation qu'on a une diminution des prix. Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai, c'est-à-dire que la diminution de l'inflation est juste une diminution de la vitesse de l'augmentation des prix. Mais les prix en eux-mêmes ne diminuent pas, il faudrait rentrer dans une forme de déflation. Et du coup, on est dans quelque chose qui est très fort dessus, où il faut comprendre que cette année, on va avoir les entreprises qui vont avoir un coût élevé, ils vont avoir à côté un pricing power qui ne vont pas pouvoir augmenter, ils vont avoir une diminution des volumes structurels, donc ça veut dire qu'ils vont avoir une contraction de la marge, parce que les coûts vont continuer à augmenter, et les coûts vont être supérieurs à l'année précédente, ils vont pas avoir la capacité d'augmenter le prix, en tout cas beaucoup plus, parce que là actuellement on voit bien que soit pour impacter la gestion des prix, il va falloir qu'il y ait une augmentation réelle du pouvoir d'achat. Pour augmenter le pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on augmente les salaires, donc c'est-à-dire qu'on rentre dans une boucle salaire-inflation, et c'est absolument pas ce que l'on veut. Ou justement on va avoir une diminution de volume. Donc il y a de grandes chances qu'on va se retrouver, concernant 2023, sur globalement des résultats Q1, Q2, voire Q3, qui risquent d'être en dessous du pricing effectué par les différents analystes, et ça, on risque d'avoir un impact au niveau du marché, en tout cas un rétablissement du marché par rapport à ça, qui risque d'entraîner justement le cours dans une respiration qui est plutôt positive. Et ce sera le signal aussi d'un réajustement concret au niveau des sociétés là-dessus. Alors, pour terminer sur cette partie-là, et conclure cette discussion, moi je vais parler principalement de mon point de vue à moi. J'ai tendance à penser que je suis plus entre les deux, je ne suis pas dans un 100% soft landing, je ne suis pas du tout dans un 100% récession, je suis vraiment dans les deux, parce que il faut comprendre que le marché, la puissance du marché, elle est dans l'adaptation de la consommation. C'est-à-dire qu'on a un effet de remplacement structurel, et qui est le principe même d'un marché libre. Ça veut dire qu'on aura une capacité à pouvoir adapter par rapport à des nouveaux prix, que ce soit à travers le volume, que ce soit à travers une notion de pricing différent. Certes, je ne dis pas que c'est quelque chose qui se fera dans la bonne humeur et le plaisir, mais je dis juste que c'est structurellement, le marché va s'autoréguler, et donc on va avoir un effet de transfert effectif, où la demande va se transférer par une diminution de volume, pour absorber une augmentation de prix, et donc derrière, oui, on pourra avoir un allègement des coûts avec une automatisation peut-être structurelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, peut-être que oui, les coûts vont être trop élevés, donc à ce moment-là, il va y avoir une contraction justement de la partie marge effectif, et pour empêcher ça, on va avoir peut-être des licenciements, on va peut-être avoir des restructurations de sociétés, on peut avoir aussi des modernisations de sociétés. Alors là-dessus c'est un petit peu plus compliqué parce que la capacité d'endettement est moindre, mais néanmoins on va avoir une transformation du tissu économique, ce qui est somme toute important, parce que c'est dans ces phases de crise structurelle que l'on voit les sociétés les plus résilientes progresser, où on voit des nouvelles technologies émerger pour remplacer et en tout cas permettre la continuité de l'évolution, et c'est dans ces éléments-là où, pour moi, j'ai tendance à penser que nous sommes dans une vague qui est très intéressante, en tout cas psychologiquement et intellectuellement, pour comprendre ce qui va se passer dans les périodes suivantes.
L'autre élément dans cette conclusion que je voulais vous apporter, c'est il faut bien prendre en considération que nous ne sommes pas dans une crise habituelle. Nous ne sommes pas dans une crise habituelle, nous sommes dans une crise que nous n'avons pas connue pour plusieurs raisons. C'est que, nous avons la crise du Covid, nous avons la guerre, plus, derrière, nous avons une inflation galopante liée principalement à une injection monétaire. Nous ne sommes pas dans ce que l'on a pu connaître de façon antérieure. Oui, on a des éléments identiques, mais il ne faut pas considérer que le passé est preuve et gage d'un futur. Ce n'est pas le cas, il faut bien prendre en considération la totalité de ça. Le fait qu'on ait une guerre et qu'on ait une déstructuration, en tout cas de l'apport énergétique par rapport justement à la Russie et l'Ukraine, le fait qu'on ait une Chine qui s'est fermée pendant 3 ans, moteur économique mondial, et qui est en crise aussi de son côté, qui a une crise vraiment immobilière très très forte en son sein, et à côté, on a une réouverture qui est en train de se faire. Donc on a une compression réelle, une distorsion même, je devrais dire, entre la demande et l'offre, qui est en train de se réguler actuellement, mais qui est compliqué, parce qu'à côté, on a justement autre chose, on a, oui, une distorsion aussi au niveau de l'accès à l'énergie, mais on a aussi une distorsion psychologique au niveau des gens, dans le sens où il y a la menace nucléaire qui est persistante, qui entraîne justement la difficulté de se projeter dans le long terme. Donc ça veut dire la difficulté de se dire que je fais de l'épargne. Donc ça veut dire qu'une consommation de l'argent actuel pour pouvoir dire, bon, je profite au moins maintenant. Donc c'est une augmentation de la demande. Alors qu'on a une structure de l'offre qui est, somme toute, compliquée. Et il faut aussi bien le prendre en considération là-dessus. On est vraiment dans quelque chose qui est différent. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de rester ouvert dans l'idée générale. Et que, actuellement, nous avons, alors ça, c'est la courbe monétaire, c'est globalement la génération, on va dire la planche à billets classique que l'on peut avoir. Donc ça va être vraiment la masse monétaire générée au niveau de la Fed, et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde comme ça, on se dit, ah oui, on est super haut, c'est la cause de l'inflation. Oui, mais il faut comprendre que ce n'est pas que ça. Le quantitative easing, on l'a depuis déjà longtemps, c'est quelque chose qui est présent, et ce n'est pas parce que nous avons eu ça que nous avons une inflation galopante, c'est un ensemble de facteurs, et c'est quelque chose qui est un petit peu différent. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est ce qui est en train de se passer là. Là, ici, nous avons justement une diminution clairement des liquidités. Nous avons une contraction des liquidités que l'on peut voir ici déjà, et qui est présente depuis mars 2022 avec la diminution des taux, et ça, c'est un impact. Ça veut dire que aussi on est dans une démarche de déconstruction monétaire qu'on n'avait pas avant. On n'a jamais monté les taux aussi vite, aussi fort, durant une période aussi compliqué, et il faut bien le prendre en considération aussi. Nous sommes dans quelque chose de différent, et c'est aussi ce qui est intellectuellement extraordinaire, c'est que nous sommes dans quelque chose que nous n'avons pas connu avant, et justement on a tout à apprendre de ça, et tout est possible, et c'est pour ça qu'il faut essayer d'anticiper toutes les possibilités, tous les différents scénarios, et de se couvrir en fonction des différentes possibilités. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenus. N'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.